Vilmorin, c'est pour ça qu'on s'aime. Graines, bulbes, gazon, retrouvez tous nos produits sur vilmorin-jardin.fr. Et voilà. Il y a plus facile pour profiter de son jardin. Tout pour aménager son extérieur. Chez Jardiland, c'est que du bien-être. Jardiland. Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau numéro de Découverte Jardin. Nous sommes en Hollande, au parc de Keukenhof, le parc des 7 millions de bulbes, qui est au maximum de sa floraison. Et je vous propose qu'il soit notre fil rouge pendant toute cette émission. Et nous allons découvrir à la fois les tulipes et bien entendu toutes nos rubriques habituelles. Alors restez avec nous et nous allons passer un excellent moment. Bienvenue dans le monde fabuleux des bulbes à fleurs. Nous sommes en Hollande, bien sûr. C'est le parc de Keukenhof. Regardez ces merveilles tout autour de moi. Des millions de bulbes vous attendent pendant 2 mois seulement au printemps. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le voir, restez avec nous parce que nous allons le voir dans ses moindres détails et dans toute sa splendeur. C'est notre rubrique, bien sûr, Jardin à visiter. Patricia, bonjour, merci de nous accueillir à Keukenhof. Keukenhof, ça a une signification, le nom de Keukenhof. Ça date d'il y a longtemps, au début du XVe siècle. Il y avait une comtesse jacobine de Bavière. Assez souvent, elle était dans cette région. Elle aimait bien faire de la chasse. Autour de la cuisine se trouvait un jardin. Un jardin potager à l'époque avec de bonnes herbes, avec comme des légumes. Ici. Comme ici. Donc là, on a reproduit exactement comme c'était. Un peu. Oui. Mais l'endroit était ici. L'endroit, c'était ici. C'est la raison pourquoi nous sommes appelés Keukenhof. Et ça veut dire Keuken, en français, c'est la cuisine. Et Hof, c'est un ancien mot néerlandais pour jardin. Donc on est dans le jardin de la cuisine, c'est-à-dire donc le jardin potager à l'ancienne et qui aujourd'hui en fait est aussi un jardin historique pour les bulbes, parce que derrière nous, on avait la statue de Charles de l'Écluse, donc Charles de l'Écluse qui est né à Arras, qui avait un savant français, enfin de langue française, et qui a introduit la tulipe ici en Hollande. Grâce à lui, la tulipe est devenue symbole de la Hollande. Voilà. Et la Hollande, bien sûr, crée des nouvelles variétés, et nous allons voir un autre carré où on crée des variétés de tulipes, et on va nous expliquer comment. Patricia, nous sommes toujours dans le jardin historique de Keukenhof, mais là dans une partie de création variétale, en fait, de tulipes qui ne sont même pas encore nommées. Exactement, et surtout, cette parterre que vous voyez ici, ce sont des nouvelles tulipes. À partir du semis, donc de la graine de la tulipe que l'on a hybridée, il va falloir 25 ans de sélection pour obtenir ça ou ça. Oui, exactement. Ça dure même 5 ans avant d'avoir la première fleur. Patricia, après notre petit voyage historique dans les débuts de Keukenhof, nous voici maintenant projetés dans le 21e siècle avec le thème de cette année qui était le design néerlandais et avec ce tableau donc de Mondrian qui va un petit peu sur l'avenir. Chaque année, nous avons un autre thème, c'est donc le Dutch Design cette fois. Nous avons planté à peu près 80 000 bulbes ici. Mais c'est planté en 2 couches. D'accord. La première couche, c'est déjà parti. C'était des couches de crocus. Et maintenant, alors, les muscaries et les tulipes sont en fleurs. Keukenhof, c'est un grand jardin. Vous recevez combien de visiteurs chaque année ?
Les dernières 3 ans, nous avons eu plus d'1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs. Plus en 2 mois, parce que nous sommes seulement ouverts pendant 2 mois. Pendant 2 C'est mois, tout. oui. Et après, nous sommes fermés. Fermé pour retravailler l'année prochaine. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'à Keukenhof, le jardin change chaque année. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, vous le verrez pas forcément l'année prochaine. Et c'est ce qui est intéressant. Chaque visite est différente et on voit en permanence des bulbes, des variétés nouvelles. C'est le seul jardin au monde qui est spécialisé sur les plantes bulbeuses. Vous plantez combien de bulbes chaque année? Chaque année, on plante, ils sont 40 jardiniers que nous avons, on plante plus que 7 millions de bulbes. En fait, on est ici dans une sorte de catalogue vivant de la bulbiculture hollandaise, c'est-à-dire donc de la bulbiculture mondiale, où on peut voir, comme je disais tout à l'heure, toutes les variétés possibles, imaginables. Et on a l'intérêt, quand on aime les bulbes, quand on aime les jardins, à venir ici pour noter, photographier les variétés qu'on mettra ensuite dans son jardin. Et on peut dire que le parc, c'est la carte visite Voilà, c'est des cultivateurs. Ça a commencé en 1860, parce qu'à ce temps, il y avait un couple, le baron et la baronne Van Pallandt, qui habitaient dans une maison de campagne, et c'était eux qui ont transformé la maison dans un petit château, maintenant le château Keukenhof. Père et fils, Zocher, des paysagistes bien connus en Hollande, mais les deux étaient vraiment influencés par le style anglais. Des jardins anglais. Et vous trouvez ça exactement ici, c'est un peu vallonné. Oui. Les sentiers se courbent et au milieu du parc se trouve un grand étang. Et maintenant, c'est un groupe de à peu près 100 producteurs qui nous donnent chaque année donc les 7 millions de bulbes. Voilà. Et les bulbes sont plantés à la main par notre 40 jardiniers. À la main? À la main. Tout est planté à la main ici, dans 3 couches. Ça, c'est le secret de la longévité de la floraison ici. Parce qu'on ouvre le 23 mars cette année et ça va aller jusqu'à la fin mai pratiquement. Et les fleurs sont toujours là. Donc le secret, c'est de faire 3 couches. Alors comment on fait? La première couche, ce sont des bulbes de crocus, des tulipes qui sont en fleurs. Tulipes botaniques, les précoces. Exactement. Oui. Et la deuxième couche, ce sont bien sûr aussi des tulipes et des narcisses et des hyacinthes. Et la troisième couche, ce sont des fleurs qui sont plus tard. Plus tard. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire dans votre propre jardin, même dans un grand pot, puisqu'il suffit d'avoir 25 cm de profondeur et on va pouvoir faire ces fameuses 3 couches, le secret de Keukenhof. Il est vraiment dommage que la vidéo ne vous permette pas de ressentir le parfum délicieux de ces jacinthes, mais j'ai une question. Patricia, comment faites-vous pour avoir des jacinthes aussi belles, aussi droites? Oui, c'est un bon secret. Alors notre jardinier a bien de travail parce que, voyez ici ce qu'on fait. Ah, un petit tuteur métallique. Oui, exactement. Parce que pour chaque jacinthe. Pour chaque jacinthe, quand ils sont totalement en fleurs, vous voyez, ce sont des fleurs bien lourdes. Oui, au jardin, ça tombe. Oui, s'il y a de vent ou de la pluie, ça tombe. Et comme ça, on fait comme ça. Et ça reste debout. Voilà. Et ça abîme pas la plante? Non. Ah, il faut le mettre juste à côté. Juste à côté. Le secret, c'est de planter le tuteur au milieu de la fleur et surtout qu'il ne traverse pas la tige, sinon vous abîmez la plante, bien entendu. Les pavots, je suis sûr, vous connaissez notamment le coquelicot bien rouge qu'on voit dans nos champs, ou comme ici, nous avons le pavot somnifère, le pavot qui donne l'opium. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est une variété purement ornementale qui est absolument pas dangereuse, mais connaissez-vous le pavot mythique, le pavot bleu, le Meconopsis? Eh bien, je vous propose d'aller dans les Vosges, à Berchigrange, pour découvrir tout sur cette plante qui est une sorte de Graal du jardinier. Alors ce sera notre plante vedette et c'est tout de suite. En 1814, le botaniste français Viguier créait le nom
de genre Meconopsis, de Mecone pavot opsis, qui ressemble à un pavot. C'est une plante de la famille des Papaveracées dont il existe environ 45 espèces. Il y en a des européennes, il y en a des asiatiques et nous allons voir tout cela où? Eh bien à Berchigrange. En 1886, Jean-Marie Delavet, le célèbre explorateur botaniste français, voyage au Tibet. Il est à 6500 mètres d'altitude et il découvre un pavot d'une couleur bleue absolument magnifique. Il en ramasse un spécimen, il l'envoie au Muséum national d'histoire naturelle et le botaniste Adrien Franchet le nomme Meconopsis betonicifolia en 1889. Le pavot bleu de l'Himalaya, la mythique plante, était né et de là, énormément d'hybrides vont se succéder. La particularité du Meconopsis betonicifolia, c'est d'être une plante monocarpique. Mono, ça veut dire un. Carpos, ça veut dire fruit, ne fructifie qu'une seule fois. Et le grand drame de ces Meconopsis, c'est que souvent ils disparaissent des jardins. Et heureusement, certains horticulteurs ont réussi à les hybrider. C'est ce que nous allons voir maintenant en détail avec Monique. Jusqu'alors, on était un peu à la recherche, on pensait qu'il y avait les conditions idéales ici à cause de l'eau omniprésente, mais c'était pas si simple. C'est ici que Gary s'est développé et on l'a même multiplié plusieurs fois. Vous voyez, on en a plein maintenant. Gary pousse sous un grand saule pleureur, dans un endroit très enroché, puisque là, il y a vraiment une cascade de roches, de granit, avec des poches donc, de bon compost dans les blocs de granit. Donc c'est les conditions idéales parce qu'il aime la terre acide, il aime l'humidité de l'air, en même temps le drainage. Il ne faut pas oublier ce petit côté paradoxal, c'est qu'il ne veut pas être dans l'humidité, il veut avoir une ambiance humide, mais il veut avoir du drainage sous les racines. Et quand je parle de racines, c'est un grand mot parce qu'en fait, il a plus des capillaires, c'est-à-dire des toutes petites racines très fines. C'est ça qui est un peu délicat justement, c'est qu'on ne doit pas le mettre dans des endroits où la terre est trop lourde. On va en voir un autre, si vous voulez bien, qui lui est vivace. On ne parle pas là de Meconopsis monocarpique, on parle bien de Meconopsis vivace. Lingholm, lui, c'est vraiment le plus basique des grandis, c'est-à-dire des Meconopsis vivaces. On préfère les semer en terrine et ensuite les repiquer. Ce qui est toujours le côté délicat d'ailleurs, c'est le repiquage, c'est pas tellement la germination. C'est l'action après de reprendre la plantule pour la remettre ensuite dans un pot parce que à cause de ses racines extrêmement fines. Ici on les associe, vu que la couleur est très forte, on ne peut pas les associer avec n'importe quoi. Donc on a le Leucojum aestivus, on a également le Corydalis elata qui est du même bleu et qui vient appuyer un petit peu, donc comme vous voyez ici, le pied donc, des plantes. On a également quelques Primevera pulverulenta qui poussent elles aussi en Himalaya, qui vont réveiller un petit peu le bleu avec cette couleur un peu rose vif. Meconopsis cambrica, lui, plus orange. C'est le seul Meconopsis européen en fait. Il est originaire du Pays de Galles, de toute la partie ouest de l'Europe, donc de montagne lui aussi. Notre montagnard, il va plutôt aimer les éboulis, mais de montagne, toujours avec un petit fond de terre acide. Comme elle fait beaucoup de graines, la plante a tendance à s'épuiser très vite. Donc on joue sur les mots, c'est une fausse vivace en fait, une vivace éphémère. Malheureusement, on ne le trouve plus tellement dans le Pays de Galles parce qu'il a été un peu décimé, on le retrouve maintenant plus dans les jardins. En fait, celui qu'on trouve dans la nature, ce sont des échappées de jardin. C'est là où les jardiniers ont un rôle parce que là aussi, on a su garder la biodiversité et maintenant, grâce au jardin, on va le retrouver dans la nature. Comment reconnaître les Meconopsis des pavots? Eh bien écoutez, ce n'est pas aussi simple que ça. Certains disent qu'il suffit de couper une tige et le pavot sécrète un latex blanc.
alors qu'il n'y a que de la sève normale sur le Meconopsis. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai parce que ici nous avons des pavots d'Orient qui vont bientôt fleurir et quand on coupe la tige, eh bien, on a tout simplement aussi de la sève. Donc simplement, on verra la couleur, notamment des rouges vifs que l'on n'a pas chez les Meconopsis et surtout les pavots, il n'y en a jamais des bleus. Grande vedette des plantes de terre de bruyère, le rhododendron fleurit dans le courant mai et même en juin. Nous sommes actuellement vers la mi-avril, donc il n'est pas encore en fleurs. On va attendre l'explosion de la fleur et ensuite on pourra le tailler. Alors je pense que vous avez dû entendre qu'on ne taillait pas les rhododendrons, mais vous connaissez notre maître de la taille, Jean-Luc Echen. C'est quelqu'un qui taille tout et de façon extrêmement subtile. Alors je vous invite à suivre tout de suite notre rubrique La taille en détail. C'est avec Jean-Luc et c'est maintenant. Bonjour à tous. Dans l'émission numéro 28, c'était à la fin de l'hiver, les hostas n'avaient pas encore poussé et j'ai taillé l'hortensia, c'était la taille de fin d'hiver. Maintenant, on va pouvoir tailler les rhododendrons et les autres plantes de terre de bruyère. Les rhododendrons font leur pousse entre le 15 mai et le 15 juillet. Ils poussent et à partir du 15 juillet, au bout de chaque pousse, on va avoir un bouton. Et il faut certaines conditions pour que les boutons partent soit à fleurs, soit à feuilles. Et ces conditions, elles sont vraiment très précises. L'induction florale se fait lorsque la plante souffre un petit peu. Donc, en été et à partir du mois de juillet, pas trop d'arrosage. On fait souffrir un petit peu la plante. Et là, à ce moment-là, on se dit, ah, il faut que je me reproduise pour pouvoir me disséminer. Et elle part en fleurs. Je suis sûr que vous avez tous lu quelque part que les rhododendrons ne se taillent pas. Eh bien moi, je vais vous dire que les rhododendrons doivent se tailler. Nous sommes des jardiniers et nous allons cultiver notre jardin. La première taille se passera après la floraison au niveau de la hampe florale. Sous la hampe florale, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bourgeons qui partent dans tous les sens et qui sont prêts à démarrer. Lorsque je vais supprimer cette partie-là, ça va irriguer la sève dans tous les bourgeons et la plante va se ramifier. J'aurai au bout de chaque ramification une fleur, je vais donc densifier ma production de fleurs. Pour supprimer les inflorescences fanées, tout simplement, je prends la hampe florale fanée dans ma main, je peux m'aider avec la main gauche et en même temps, je courbe et je tords. Et les bourgeons sont intacts. Et là, je vois que c'est bien poisseux. Et alors là, je prends mon sécateur et je vais tailler précisément à la zone d'abscission. C'est-à-dire, juste ici, on voit la partie ridée. Et c'est cette partie-là qui casse naturellement lorsque je coupe avec la main. Et c'est à cet endroit-là précisément que je dois tailler avec mon sécateur. Une fois que j'ai enlevé toutes mes fleurs fanées, je vois qu'il me reste mes chandelles. Ces chandelles, ce sont des pousses qui sont sorties des boutons que je croyais à fleurs. Et en fait, ils ont reçu trop de sève et ils sont partis à feuilles. Comme ils sont très vigoureux, ils prennent toute la sève, ça me déséquilibre ma plante, ils poussent trop haut. Et si je vois bien ici, je vois qu'il y a des petits bourgeons latents. Et donc, je vais pouvoir supprimer la chandelle, la traiter exactement comme une hampe florale pour pouvoir réveiller ces bourgeons et bien ramifier ma plante. Comme ça. Soit je le supprime à la main, comme ça. Soit je le fais avec mon sécateur. Et là, on a vu la première taille du rhododendron. Mais il y en a d'autres. La première taille, c'était la taille juste au naturel. Je supprime seulement les inflorescences et je laisse la plante dans son volume et se développer naturellement. Et la deuxième taille, ce sera une taille de formation où là, j'observe ma plante, je vois qu'elle commence à être un petit peu déséquilibrée et je vais lui redonner un peu de compacité en travaillant sur les étages inférieurs. On a la chance d'avoir une plante qui est fortement basitonique, c'est-à-dire elle repart de la base et on voit que dans les étages inférieurs, ici, à l'aisselle de chaque feuille, j'ai ici un bourgeon. Si je coupe à ce niveau-là, donc étage supérieur
étage inférieur, et bien là je réveille ce bourgeon-là et je peux rééquilibrer ma plante exactement comme je veux. Je cherche à avoir une plante bien ronde et bien compacte, donc je vais éliminer les formes disgracieuses et je peux le faire soit au sécateur, à ce niveau-là, ou plus rapidement avec ma cisaille. Et là je peux couper, tac, comme ça. Le rhododendron supporte très très bien la taille à la cisaille. C'est absolument pas grave s'il reste des chicots, parce que sur les chicots, on voit, il y a des yeux dormants. Et chaque œil va donner une feuille. Je peux aussi me servir de mon sécateur, c'est beaucoup plus précis. Et je travaille, hop, en précision chirurgicale. Et là, je supprime juste ce demi-étage pour avoir ma belle forme bien arrondie. Mon rhododendron est bien taillé. Je lui ai fait une taille de formation en harmonie avec l'ensemble du massif. Une autre fois, nous verrons la troisième taille du rhododendron, une taille de rabattage, taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. En visitant le jardin de Kökenow ici à Lys, nous avons appris qu'il y avait un petit Versailles, du moins un jardin à la française, à côté d'un grand jardin à l'anglaise. Mais savez-vous qu'à Versailles, il n'y avait pas de camélias, du moins tant que notre ami Alain Baraton, le jardinier de Versailles, n'ait pas décidé d'y apporter toute une collection. Eh bien, nous allons le rejoindre maintenant tout de suite à côté de Trianon, où il va nous montrer ses plantations et surtout nous raconter l'histoire tout à fait étonnante de ce camélia. Et c'est notre rubrique, bien sûr, la plante à histoire. Le 5 avril dernier sortait ce livre d'Alain Baraton, Le camélia de ma mère, avec donc ce petit côté un peu pagnol, et on connaît bien tout le talent de conteur d'Alain. Et Alain, tu nous dis, dans ce livre, il n'y a qu'un seul camélia à Versailles. Alors je vois quand même un gros mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Il s'avère que j'ai commencé à écrire ce livre il y a 3 ans, et quand j'ai écrit, effectivement, il n'y avait qu'un seul camélia. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, cette vie, cette histoire du camélia, que j'ai eu l'envie et le désir d'en mettre partout. Aujourd'hui, il y a donc des centaines de camélias à Versailles. Donc ce sont encore des bébés camélias, ils sont en pot. Alors on a le pavillon français qui est face au Petit Trianon. C'est un bâtiment que Louis XV avait fait construire pour permettre à ses invités, quand il donnait des petites orangeades dans le jardin, de le faire à l'abri de la pluie au cas où. Au cas où. C'est quand même très chic. Donc c'est la cabane de jardin de Louis XV. Oui. Une paille. Mais alors donc ici, au milieu donc de ces tulipes, des centaines de camélias, enfin au moins des dizaines, ils vont rester en pot comme ça tout le temps? Alors ils vont rester en pot pendant un certain temps, c'est une réponse un peu à la Fernand Reynaud, j'en conviens. Et ensuite, lorsqu'ils auront pris davantage de développement, on va les installer en pleine terre, quelque part dans les jardins, certainement du côté de l'orangerie de Trianon, un lieu que j'affectionne particulièrement, et surtout un lieu qui avait été réaménagé sous Napoléon, parce qu'il n'y avait pas de camélias du temps des rois à Versailles. Il faut vraiment attendre Joséphine pour voir les premiers apparaître. Alors c'est elle qui a aidé l'introduction du camélia? Alors l'histoire du camélia est assez amusante, si je peux la résumer en quelques mots. Nous sommes au XVIIIe siècle et les Anglais, les Français, les Italiens commencent à se passionner pour le thé, et ils en achètent une quantité assez phénoménale. Et donc il faut se rappeler que le camélia, enfin le thé plutôt, est un camélia. Hein, oui, c'est un camélia de Chine. Mais les Anglais qui achètent le thé l'ignorent complètement. Quand ils demandent aux Chinois à leur acheter des théiers, des camélias de Chine pour planter les arbres chez eux en Angleterre, les Chinois se disent, attendez, si on leur vend les arbres, on ne leur vendra plus de thé. Et ils leur vendent des camélias, non pas de Chine, mais des camélias du Japon. Les Anglais n'y voient que du feu. Là, les arbustes arrivent en Angleterre, on les installe, et au printemps, on découvre, que les feuilles ne peuvent pas donner de thé, donc inutile de vouloir faire un breuvage avec. Avec ça marche pas. Tu n'y arriveras pas, mais par contre, ils découvrent une fleur incroyable. Et la mode du camélia est lancée, une mode qui traverse la Manche, qui arrive chez nous en France, au moment même où Alexandre Dumas écrit son célèbre Dame aux camélias. Et l'héroïne, je te rappelle, Marie Duplessis, souffre de problèmes respiratoires. Le camélia ne dégage pas de parfum. Aucun parfum. Donc elle supporte parfaitement. Et elle en arbore à la boutonnière. La Dame aux camélias est un succès de littérature, ce qui fait que la faute d'orthographe au XIXe siècle, ça prend 2 L. Lui, il en met qu'un.
Et aujourd'hui, il est possible d'écrire camélia avec un ou deux L. Alors en fait, ce sont les botanistes qui écrivent avec deux L Oui. et sans accent, Oui. et ce sont les Français qui écrivent C-A-M-E-L-I-A. Alors il faut remonter quand même encore plus loin pour reconnaître l'histoire du camélia, parce qu'on pense toujours que c'est Joseph Camel, donc en plus qui s'écrivait avec un K, Oui, tout à fait. Oui. qui aurait découvert le camélia, mais c'est pas vrai du tout. Non, on pense même, mais rien n'est précisé, qu'il n'en aurait peut-être jamais vu. Voilà. Alors, il y a beaucoup de voix. Alors, Enfin, on pourrait créer une plante, un baratonia, que tu n'aurais jamais vu, mais ça serait simplement pour honorer ta qualité de jardinier. et avoue que ça aurait quand même de la gueule. À l'époque, il y a les grandes compagnies des Indes qui font commerce, qui se spécialisent dans la fleur, et c'est vrai que l'histoire de la plante de camélia, c'est une histoire absolument incroyable. Le camélia sera également relancé en France dans les années 1910-20 par Coco Chanel, parce que cette fleur symbolise le luxe, elle symbolise l'élégance. Coco Chanel en fait même le symbole de sa maison de haute couture. C'est une des plantes dont la fleur est la plus parfaite, hein, quand on a vraiment cette imbrication de pétales. Alors il y en a aussi des centaines de cultivars, il y en a beaucoup ici de sortes. Alors on n'en a pas beaucoup de temps, on en a 3 ou 4 à peine, donc on a vraiment fait pratiquement dans l'unité. Voilà. Le drame qu'il y a avec les camélias aujourd'hui, c'est que beaucoup de producteurs ne se sont pas vraiment embêtés. Ils commercialisent un camélia que l'on appellera X, et il y a un certain succès. Alors ils l'ont même baptisé. Le camélia Coco Chanel, par exemple, Il n'existe pas. Eh ben, il n'existe pas. Hein. Et beaucoup de camélias portent plusieurs noms, donc il faut être très prudent. Est-ce que tu prends des précautions particulières? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est frileux. Alors, le camélia n'est pas très frileux. Disons simplement que quand la fleur éclot lorsqu'il y a du froid, elle ne sera pas aussi belle. Il déteste fleurir, paraît-il, lorsqu'il est exposé au soleil de midi. Autre chose que les jardiniers ignorent souvent, c'est qu'ils détestent, mais alors là, ils détestent vraiment la sécheresse de l'atmosphère. Exactement. Et il faut donc ne pas hésiter à le pulvériser d'eau pour permettre la bonne éclosion des boutons. Oui, sinon, les boutons ici vont se dessécher complètement et tomber avant épanouissement. Et puis, dernière chose, quand même, ils n'aiment pas beaucoup les camélias, c'est les courants d'air. Complètement. Donc ce ne sont pas des plantes qui sont capricieuses, mais qui sont précieuses. Il faut également préciser qu'il existe la variété Sasanka qui fleurit à l'automne. Beaucoup plus tôt, oui. C'est le camélia d'automne. Alors, c'est beaucoup plus petit comme fleur, mais il y en a qui embaument littéralement, ce qui n'est pas le cas du camélia du Japon. Tout à fait. Je vais même te faire une petite confidence. Le camélia était la fleur préférée de Jean-Pierre Coff, et aujourd'hui, eh bien, il dort sous un camélia. Il y a encore une très belle histoire, et vous en aurez 1000 autres à l'intérieur de ce livre que je vous recommande tout particulièrement, toute l'histoire du camélia, et un peu l'histoire personnelle d'Alain Baraton, qui est devenu jardinier, un peu grâce au camélia. À partir de janvier 2019, la législation va imposer à l'ensemble des jardiniers amateurs la non-utilisation de produits chimiques, donc plus de fongicides, plus d'insecticides et plus d'herbicides. Les herbicides ou désherbants sont des produits qui sont particulièrement utiles parce qu'ils s'utilisent très rapidement et ils ont une grosse efficacité. Alors pour les massifs, on va trouver des moyens assez techniques mais simples de paillage par exemple pour éviter la prolifération des mauvaises herbes. En revanche, pour les allées, pour les cours, pour les terrasses, pour les zones donc non cultivées, eh bien il va falloir procéder à ce que l'on appelle le désherbage alternatif. Le désherbage alternatif, c'est essentiellement utiliser des techniques manuelles et pour cela je vais vous présenter toute une panoplie d'outils assez malins, il faut bien le dire, qui sont particulièrement ciblés pour des usages précis pour cette nouvelle technique que l'on appelle le désherbage alternatif. Le travail de désherbage manuel s'effectue classiquement avec une binette et c'est ce qu'on appelle le sarclage. Et vous avez pu voir ma position avec cet outil, on a vraiment le dos courbé et du coup, bonjour les limbagos. Alors je vous propose de travailler avec des outils beaucoup plus confortables et surtout tout à fait adaptés au désherbage, notamment des allées. Allez, on va aller sur le terrain et je vous dis, ça va être excellent. Lorsque la binette prend un long manche, on l'appelle une rasette de jardin. Le gros avantage, c'est que déjà, je travaille pratiquement à la verticale, donc je protège mon dos.
En revanche, c'est un outil qui n'est pas totalement adapté à une zone comme ici gravillonnée, dans la mesure où on fait un bouleversement du sol quand même relativement important. Comme toutes les bonnes binettes, cet outil est composé d'une lame plate montée sur un col de cygne et c'est une lame bien entendu forgée. Donc je vais le réserver plutôt pour les massifs ou le potager. Voici une binette tout à fait particulière, elle s'appelle la binette Westland. On voit sa lame en forme de demi-lune qui est de 14 cm de large, comme la plupart des binettes classiques, mais qui se termine donc par des pointes assez acérées qui vont nous permettre de rentrer dans les différentes interstices. Et puis vous avez bien sûr le col de cygne et un manche de 1,50 m qui me permet de travailler parfaitement vertical. Mais surtout d'aller dans les tout petits endroits et d'utiliser le côté pointu de la lame pour aller extraire cette végétation. Et ici par exemple, donc je peux aller le long des dalles assez facilement. Mais comme toutes les binettes, bien sûr, ça a le défaut d'ouvrir la terre et de ne pas laisser le sol vraiment très propre quand il est recouvert, comme ici, d'un revêtement minéral. Toujours dans la gamme des outils à tirer, comme la binette, eh bien ceci est une rasette à tirer qui se caractérise par ses deux cols de cygne qui lui donnent un meilleur équilibre que la binette qui, elle, est axée au milieu. Donc là, ici, on a un outil sur lequel on a un peu plus de force et qui a une lame de 14 cm comme une binette, mais plus courte, très affûtée. Ça reste quand même un outil à tirer, même si son manche de 1,50 m me permet vraiment de travailler tout droit. Alors n'oubliez pas, on ne le tient pas comme ceci, mais avec la main droite pousse en avant, de manière à avoir vraiment un bon effet de traction. Voilà. Le sarclage ne se pratique pas forcément sur des sols meubles, comme par exemple les massifs ou les allées sablées ou gravillonnées. On est obligé parfois de travailler sur des dallages en dur, des dallages en pierre ou des dallages de terrasse en bois par exemple, pour éliminer la mousse ou les lichens qui rendent ces surfaces extrêmement glissantes lorsqu'il pleut. Eh bien on va utiliser un grattoir à lame acier. Cet outil particulier a une lame fine, légère, résistante, mais qui est légèrement articulée, ce qui donne une certaine souplesse pendant le travail. Et bien entendu, nous sommes toujours sur notre manche de 1,50 m, donc on travaille vertical et on va travailler encore une fois en tirant. Et donc ici, on va gratter la surface dure et pouvoir éliminer les mousses. Alors la particularité de ce grattoir, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois en tirant et en poussant. Regardez, c'est vraiment très efficace et surtout rapide. Avant, arrière, et c'est tout propre maintenant. Reste que si vous avez des dallages avec des petits interstices remplis de mousse à extraire, eh bien il y a encore un outil malin, je vous le présente tout de suite. Le grattoir à manche en frêne de 1,40 m, un beau manche, permet de travailler sans avoir à se baisser et de façon extrêmement précise. On va extraire toute la mousse ou les adventices et grâce à la partie un peu plus large qui se trouve ici, on va pouvoir extraire aussi les mousses directement sur les dallages et même lorsqu'ils sont un petit peu bombés. Dans la perspective du désherbage alternatif qui utilise uniquement des outils, je vous ai présenté toute une panoplie de matériel que l'on peut utiliser essentiellement en tirant. Eh bien, il y en a d'autres aussi qu'on utilise en poussant, pas tout à fait dans les mêmes conditions, donc ils feront l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à découvrir très prochainement sur News Jardin TV, bien sûr. Si le parc de Kökennhof reste le jardin le plus célèbre au monde pour ses bulbes, et notamment pour ses tulipes, il faut savoir que le fameux Charles de l'Écluse n'a pas commencé bien sûr à Kökennhof, mais
au jardin botanique de Leiden, de Leyde comme on dit, qui s'appelle Hortus Botanicus. C'est un endroit évidemment qui est lié à l'université de Leyde, un endroit scientifique mais un endroit magique avec des serres formidables et des collections très très intéressantes. Alors je vous propose bien sûr de le découvrir dans notre rubrique Jardin à découvrir. Nous sommes ici dans la ville de Leyde, en Hollande, dans l'université. Cette université abrite un des jardins botaniques les plus anciens d'Europe, un jardin qui a été créé par Charles de l'Écluse. Charles de l'Écluse qui était né au XVIe siècle et qui était né à Arras, en France. Mais à l'époque, c'était flamand. Et il a voyagé dans toute l'Europe et ça a été un des botanistes les plus importants de son époque. Et c'est quelqu'un que l'on connaît encore aujourd'hui parce qu'il a introduit la culture de la tulipe en Hollande. Et il avait créé un jardin qui a été reconstitué ici avec des plantes à la fois exotiques et à la fois indigènes que l'on connaissait à l'époque. Et on va rencontrer tout de suite Gerda qui est botaniste ici dans ce jardin et qui va nous en faire visiter un petit peu toutes les merveilles. Gerda, merci de nous accueillir ici à Leiden. On dit Leiden, mais en français on dit Leyde. Leyde, oui, je sais. Merci de Bienvenue. parler aussi français. Le jardin original était ici, placé ici. On a toujours le plan original et le liste des plantes. Il y avait plus de 700 différentes espèces et variétés. Ce n'était pas seulement des plantes médicinales, mais aussi des plantes de connaisseurs, des plantes bulbeuses de la collection de Charles de l'Écluse. Qu'est-ce qu'il faisait notre ami Charles de l'Écluse ici? Il est venu ici quand il avait plus de 60 ans. Il a fini sa vie ici. Oui. Alors, il a aussi écrit 2 grands livres. Il les a publiés ici. L'assistant était un pharmaciste de Delft, Dirk Outgaardsson-Kluit. Oh là. Il avait déjà correspondé les deux, alors ils se connaissaient. Et tous les deux, c'était des fanats de plantes. Oui, oui, bien sûr. Ils avaient tous les deux une grande collection, surtout alors des plantes bulbeuses, des plantes avec des cornes, des plantes avec beaucoup de semelles, pour les transporter plus facilement. On va aller voir des bulbes et puis après on ira se réchauffer dans les serres. Gerda, nous voici devant déjà une petite collection de bulbes botaniques, on va dire, mais certains sont quand même connus parce que là, ici, on a Tulipa acuminata que l'on trouve dans les jardineries assez facilement encore aujourd'hui. C'est une tulipe assez facile. Et qui vient de la Turquie. Qui vient de la Turquie. Alors c'est vrai que le pays de naissance des tulipes en général, c'est à partir de la Turquie, puis un petit peu plus loin vers l'Orient encore. Oui, mais les tulipes les plus anciens en cultivation ici, en Hollande, c'était des tulipes qui venaient de la Turquie. Parce que Charles de l'Écluse avait vécu à Vienne très très longtemps et là il a fait un grand jardin pour l'empereur. Et là, il y avait beaucoup de contacts avec la Turquie ici. Il a apporté toute sa collection, il l'a introduite ici. Oui. Et il y a une tulipe que l'on voit aussi dans ce petit jardin, qui est une tulipe assez reconnaissable parce qu'elle est blanche et rose, et elle porte en fait dans son nom d'espèce le nom de Charles de l'Écluse, Tulipa clusiana. Vous me disiez tout à l'heure, ça c'est toute petite tulipe, ça c'est des variétés très anciennes. Oui, ça date peut-être du XVIe siècle. Quand il y a eu la fameuse tulipomania, on s'est rendu compte qu'en fait on était fou de tulipes qui étaient tout simplement malades de virus. C'est une histoire. C'est une histoire. Donc maintenant nous allons nous mettre à l'abri dans les serres et nous allons pratiquement traverser les océans et changer de continent pour aller voir un ensemble de plantes exotiques. La collection, vous me disiez, c'est principalement des espèces asiatiques. Ça a une raison historique parce qu'on a des liens avec le jardin des plantes à Bogor, à Java. Qui a été fondé il y a 200 ans. En Indonésie, on va retrouver aussi en Malaisie, dans tous ces pays tropicaux asiatiques, toutes ces plantes qui ici prospèrent de façon extraordinaire. Elles sont plantées en pleine terre. Oui. Et on a à côté de nous là vraiment ce qu'on appelle, trivialement parfois des queues de chat, mais qui s'appelle Acalypha ispida. Ispida, il est très très doux à toucher. Après notre promenade tropicale dans les serres, nous voici de nouveau à l'extérieur et on poursuit ce voyage autour du monde en étant au Japon parce que ici, le jardin Hortus Botanicus, c'est un véritable tour du monde.
Oui, bien sûr. On a un jardin japonais et un jardin chinois. Alors ici, on est dans un jardin japonais qui Oui. commémore un très grand botaniste. Oui, c'était Philipp Franz von Siebold. C'était un collectionneur fabuleux, fou, oui, comme tous les collectionneurs. Il a collectionné des plantes, des animaux, des objets. Et un voyageur, en même temps un explorateur. Oui, bien sûr. Et Il a rapporté surtout beaucoup de au plantes. Japon, et il a emporté beaucoup de choses dans le musée ethnique et aussi naturaliste, le musée d'histoire naturelle. Et ici, on a encore des plantes vivantes que von Siebold a emportées ici à Leiden. Le Zelkova qui est ici, oui, qui est un arbre absolument énorme du Japon Du Japon. et qui a été planté à son époque. Oui, bien C'est sûr. même peut-être lui-même qui l'aurait rapporté. Oui. C'est Oui, la oui, légende ou oui, c'est vrai? c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On se rencontre en visitant les jardins botaniques, comme ici l'Hortus botanicus de Leiden, que nous avons visité avec Gerda, que les plantes viennent du monde entier et qu'on les a introduits, on se les a même accaparés dans notre jardin. Et c'est tout l'intérêt de ces visites. Donc je vous invite vraiment à visiter ce jardin lorsque vous viendrez en Hollande. Je suis sûr que vous y passerez un très très bon moment. C'est dans cette explosion de couleurs, dans ce kaléidoscope de fleurs, ici à Keukenhof en Hollande, que va se terminer notre émission. Nous étions encore au printemps, maintenant commence le début de l'été. Alors je vous souhaite de passer de bons moments au jardin en attendant notre très prochain nouveau numéro de Découverte Jardin. Ce sera sur News Jardin TV, bien sûr. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles. Il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.